Bonjour, je m'appelle Clara et je vais vous présenter aujourd'hui un snap extrait du livre de Rick Rubin, producteur primé et auteur de The Creative Act, A Way of Being. Ce livre nous rappelle une vérité essentielle, c'est que nous sommes tous des créateurs. On pense souvent que la vie d'un artiste, c'est réservé à une élite, à ceux qui grandissent à Hollywood, à ceux qui remportent des prix dès l'enfance, ou alors à ceux qui baignent dans un univers artistique toute leur vie. Mais d'après l'auteur, c'est pas le cas et en réalité, chacun de nous possède cette capacité créative, il suffit de cultiver cette conscience et d'apprendre à exploiter ce potentiel caché. Dans ce snap, on va donc plonger dans les stratégies que Rick Rubin a utilisées tout au long de sa vie pour nourrir et embrasser son moi intérieur créatif. Exactement Clara, merci pour cette intro et on va également découvrir comment aiguiser notre conscience, être réceptif à l'inspiration et transformer nos idées en œuvres concrètes. Et surtout, on va apprendre à créer pour une raison simple et belle, parce que ça nous rend heureux. Alors on va attaquer tout de suite le premier chapitre qui s'intitule « Ouvrez-vous à l'inspiration créative » et on va voir comment se mettre dans un état d'esprit propice à la créativité et accueillir les idées qui surgissent de façon inattendue. Et on commence tout de suite avec le chapitre 1 qui s'appelle « Ouvrez-vous à l'inspiration créative ». Alors dis-nous Paul, pourquoi est-ce que c'est si difficile selon l'auteur de se sentir créatif ? C'est une bonne question et Rick Rubin propose une analogie très simple mais très puissante, celle d'un pêcher. Un pêcher, il ne se demande pas s'il est digne de produire des fruits, il le fait tout simplement. En tant qu'être humain, on est pareil. On a tous cette capacité innée de créer, mais souvent on se met des barrières inutiles. Le secret, ce serait de laisser la force de l'univers agir à travers nous. Et concrètement, pour s'ouvrir à cette énergie créative, ça commencerait par prêter attention à ce qui se passe autour de nous. La prochaine fois que tu prends le métro par exemple, ou que tu te balades dans ton quartier, range ton téléphone, écoute les sons, les conversations et ressens le vent sur ton visage ou observe simplement ce qui l'entoure. Regarde les détails comme les vêtements d'un passant ou le sourire de quelqu'un, ça peut t'éveiller à de nouvelles idées. Les artistes, après tout, trouvent leur inspiration dans le monde qui les entoure. Ok, donc il faudrait vraiment développer cette conscience. C'est ça, et l'auteur donne quelques idées pratiques. Par exemple, ouvrir un livre au hasard et voir si une situation t'inspire. Ou alors regarder un film que tu n'aurais jamais pensé voir. Ça peut être aussi simple que marcher un peu chaque matin en prenant le temps de ressentir les choses. Et en répétant ces petits rituels de conscience, tu peux ancrer cette ouverture dans ta routine quotidienne. Donc pour résumer, ce premier chapitre nous encourage à observer, à écouter et à explorer. L'objectif, ce serait de capter les petites étincelles d'inspiration qui flottent déjà autour de nous, mais qu'on ne voit pas encore forcément. Exactement, et dans le prochain chapitre, on va parler d'un aspect tout aussi crucial qui est de surveiller ce qu'on laisse entrer dans notre esprit et comment ça influence notre créativité. On arrive donc au chapitre 2 qui s'appelle « Surveiller ce que vous laissez entrer ». On entend souvent dire qu'on est influencé par tout ce qui nous entoure. Oui, et ça peut vraiment affecter notre créativité. En fait, l'auteur explique que notre esprit est chargé comme une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Chaque image, chaque mot, chaque interaction nourrit sa créativité, ou peut aussi la freiner. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de surveiller ce qu'on laisse entrer dans notre vie. En fait, on est bombardé d'informations toute la journée, les notifications, les mails urgents, les réseaux sociaux, et souvent tout ça, ça ne fait que remplir notre esprit de bruit inutile. Et comment est-ce que l'auteur propose de filtrer tout ça ? La clé, c'est de faire des choix intentionnels. Par exemple, au lieu de regarder des vidéos aléatoires ou de scroller sans fin, pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas de la musique classique ou on lirait pas quelque chose comme un livre un peu plus inspirant ? L'auteur dit qu'on n'a pas besoin d'être touché par un chef-d'œuvre pour trouver de l'inspiration, mais qu'on doit chercher ce qui alimente vraiment notre curiosité. Ça peut être un roman d'amour, ça peut être une œuvre musicale que tu n'as jamais écoutée, ou même simplement une balade au parc. L'important, c'est que ça te parle à toi. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à consommer des contenus par automatisme, surtout avec cette nouvelle période et les réseaux sociaux. Et quand on laisse entrer n'importe quoi dans notre esprit, on finit par être un peu engourdi. L'auteur compare ça à un algorithme qui te montre les mêmes choses encore et encore. À force, tu te sens vide, tu te sens sans étincelle. Mais si tu fais des choix conscients sur ce que tu consommes, tu nourris ton esprit avec ce qui peut vraiment te stimuler et te pousser à créer.
Donc en gros, ce chapitre nous apprend à choisir avec soin ce qu'on laisse entrer dans notre vie, que ce soit des idées, des sons ou bien même des images. C'est ça, en surveillant nos informations entrantes, on peut préserver notre énergie créative. Et dans le prochain chapitre, Rubin nous invite à affronter nos peurs et nos doutes pour aller encore plus loin dans ce processus. Préparez-vous. Dans le chapitre 3 qui s'appelle « Ressentez la peur et agissez quand même », on va parler de la peur et du doute. Exactement, et pour l'auteur Rick Rubin, ces émotions sont omniprésentes. Il explique que les artistes les plus talentueux sont souvent aussi les plus sensibles, et c'est justement cette sensibilité qui leur permet de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais ça les rend aussi très vulnérables à la critique et au doute. Beaucoup d'artistes hésitent à partager leur travail, de peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes ou de celles des autres. Et est-ce que cette peur peut être dépassée? D'après l'auteur, facilement. Il donne l'exemple d'un célèbre performeur qui ressent une peur paralysante avant chaque spectacle, au point d'en avoir la nausée. Mais ce qui le pousse à continuer, c'est l'idée que son art a plus de valeur que sa peur. Il accepte l'inconfort et monte sur scène malgré tout. L'idée, c'est d'apprendre à faire avec ses peurs et de les transformer en moteur plutôt qu'en obstacle. Et il parle aussi de perfectionnisme, non ? Alors là, oui, le perfectionnisme, Rubin souligne que le perfectionnisme, c'est un autre frein majeur. Il raconte l'histoire de la tour de Pise, qui est en fait le résultat d'une erreur d'architecture. Et pourtant, c'est précisément cette imperfection qui a rendu la tour de Pise si iconique et si captivante pour les millions de touristes. C'est pareil dans l'art. Rubin évoque aussi le kintsugi, cet art japonais de réparer les objets cassés en soulignant leurs fissures avec de l'or. C'est un rappel que nos imperfections peuvent être ce qui rend notre travail unique et beau. En fait, il nous invite à accepter nos défauts et à partager notre vulnérabilité. Exactement, Clara. Rubin dit que c'est justement en montrant nos failles, nos doutes et nos blessures qu'on connecte vraiment avec les autres. Cette authenticité, cette humanité, c'est ce qui donne de la profondeur à notre art. Et puis, il rappelle aussi qu'il faut baisser les attentes et simplifier les choses. Quand on est submergé par la peur, parfois le meilleur remède, c'est juste de prendre les choses avec plus de légèreté. Et c'est un message puissant. D'ailleurs, c'est de ça dont parle le prochain chapitre, comment baisser la pression et retrouver le plaisir de créer. Dans le chapitre 5, on va parler de comment donner vie à nos idées. Une fois qu'on a joué avec ces idées et qu'on leur a laissé le temps de mûrir, il reste une étape cruciale, les transformer en réalité. Exactement, et concrétiser une idée, selon l'auteur, c'est souvent bien moins glamour que l'étincelle créative initiale. Rick Rubin compare cela à la construction d'une maison brique par brique. Il faut s'assurer que les fondations sont solides, que les fenêtres s'ajustent et que tout s'emboîte correctement. C'est un travail progressif, méthodique et parfois frustrant parce que ce qu'on crée peut ne pas ressembler exactement à ce qu'on avait imaginé au début. Et c'est là que beaucoup d'artistes peuvent abandonner. L'auteur insiste sur le fait que votre création, même imparfaite, a une valeur. Il prend l'exemple d'une crêpe. La première, elle est rarement parfaite, mais c'est une étape essentielle pour réussir les suivantes. Ce qui compte, c'est de vous autoriser à créer, même si cette petite voix intérieure vous dit que ça ne sert à rien. Donc s'autoriser à créer malgré nos doutes, en fait. Voilà, et une astuce clé, selon Rubin, c'est de se fixer des délais. Si vous laissez une œuvre traîner indéfiniment, vous risquez de ne plus savoir quoi en faire. Définissez une date limite, finissez-la et acceptez qu'elle ne soit pas parfaite. Le plus important, c'est de décider qu'elle est terminée et de continuer d'avancer sur d'autres projets. D'ailleurs, c'est ce que dit l'auteur, c'est qu'après avoir terminé une œuvre, on recommence une autre. Rubin encourage à retourner à la phase d'inspiration, à explorer de nouvelles idées et à continuer le cycle créatif. C'est un processus qui est infini et chaque projet nous aide à grandir en tant qu'artiste. D'ailleurs, le prochain chapitre aborde une question fondamentale. Pourquoi faisons-nous de l'art ? Et on arrive au chapitre 6 qui s'appelle « Pourquoi faisons-nous de l'art ?» Et c'est une grande question, pourquoi est-ce qu'on fait de l'art ? Beaucoup disent qu'il doit avoir un but, peut-être un but politique, ou alors un but pour le bien de la société. Qu'est-ce qu'en pense l'auteur d'après vous, Paul ?
Eh bien, ce qu'on comprend que l'auteur nous dit, c'est que on doit dépasser ces idées reçues. Pour lui, l'objectif de l'art, il est simple, c'est faire de l'art, point final. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas la manière dont une œuvre sera perçue par son public. Et on ne devrait pas créer uniquement pour répondre à une cause. Quand l'art est motivé par le pragmatisme au lieu d'une véritable inspiration, il perd son âme, il devient froid, il devient rigide. On a quand même le contre-exemple de certains artistes qui ont eu un impact politique ou social énorme, et ça, évidemment, c'est très beau. Cet impact est souvent une conséquence et non une intention, par contre. Rubin explique que les artistes les plus libres et les plus expérimentaux touchent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Leur rôle, c'est de canaliser ces forces invisibles, de les écouter et de les traduire sur la toile, la page ou à travers une musique, par exemple. Donc, en quelque sorte, l'art, c'est un acte d'abandon ? C'est ça, c'est ce que dit l'auteur. En fait, c'est une forme de soumission à des forces beaucoup plus grandes, à des chuchotements que l'on entend si on prend le temps de les écouter uniquement. En fin de compte, faire l'auteur, c'est s'ouvrir à ses inspirations et transmettre quelque chose de plus grand que soi. Merci Paul pour ce résumé, on va donc passer directement à la conclusion. Alors pour résumer ce snap de Nick Rubin sur The Creative Act, l'idée clé, c'est qu'en prenant le temps de s'ouvrir au monde qui nous entoure, on découvre une source infinie d'inspiration. Quand on se sent bloqué, il suffit de demander un signe à l'univers, de jouer avec nos intuitions créatives et d'expérimenter sans avoir peur. En acceptant de laisser germer ces intuitions, on transforme des idées brutes en projets concrets et plein de potentiel. Et surtout, l'auteur nous rappelle que si le processus créatif fait peur, c'est probablement bon signe. Ça signifie qu'on est sur la bonne voie, celle de la découverte, celle de l'expérimentation et celle de l'expression sincère de soi. Alors ne laissez jamais la peur vous arrêter. Créez et continuez à explorer et surtout amusez-vous dans le processus. Voilà pour ce snap, merci d'avoir été avec nous pour ce voyage inspirant. Je vous souhaite de laisser parler votre créativité et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Paul pour ce magnifique récapitulatif et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout aujourd'hui. On se retrouve très vite.